matin nous amène à parler de Eneo, et parce que vous le savez, cela s'est déroulé cette semaine entre le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Eloundé Somba, mais également le ministre des Finances au Cameroun, Léopold Motazeux, en face la société Actis, la société britannique. Au finish, on apprendra que Eneo est à nouveau camerounaise, cette structure. On parle donc de renationalisation de cette structure. Voilà pourquoi la problématique de ce matin nous amène à nous questionner, à nous interroger, à savoir si le Cameroun véritablement reprend toute sa souveraineté lorsque nous parlons de cette structure. Il n'y avait pas mieux que madame le directeur de l'électricité du côté du ministère de l'eau et de l'énergie pour en parler avec autorité et surtout également avec pertinence. Je commence naturellement par vous, madame Marthe Essumba. La renationalisation des NEO, pourquoi subitement cette nouvelle option de l'État? Je vous remercie pour cette question. C'est l'occasion de le dire. Le chef de l'État donne des instructions claires. Et ces instructions émanent d'un diagnostic qui a été posé. Et ce diagnostic a clairement identifié le déséquilibre financier du secteur comme étant l'épicentre des problèmes que nous avons dans ce secteur. Et le chef de l'État estimait qu'il était temps de nettoyer un peu. Et l'une des actions fortes qui avait été demandée, c'était de renationaliser Eneo et en même temps d'élaborer un plan de redressement de cette structure. Pourquoi Eneo? Parce qu'il faut regarder comment le système électrique fonctionne. C'est Eneo qui est le collecteur. Dans la chaîne, vous avez des producteurs, vous avez des transporteurs, le transporteur qui est son attrait, et puis vous avez Eneo qui est en même temps producteur et en même temps distributeur, et c'est Eneo qui collecte les recettes du secteur pour redistribuer aux autres opérateurs du secteur. Quand nous avons une crise de trésorerie comme nous l'avons eu avec Eneo pour des raisons multiples que le ministre a fait écho lors de sa prise de parole, nous retrouvons avec ce système qui est déséquilibré financièrement. Donc c'était le bon moment, il faut le dire, de reprendre cette structure-là pour que l'État, en menant cette action, ait un contrôle dans cette structure pour que les actions que l'État peut être amené à réaliser dans les prochains jours puissent avoir un impact conséquent sur la stabilité de la fourniture d'électricité et surtout pour rétablir le déséquilibre financier de ces secteurs-là. On a suivi, je vous suggère de garder le microphone, madame le directeur, on a suivi le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Eloundé Somba, dire effectivement que pour l'heure, il faut une quarantaine de milliards par mois à Eneo pour pouvoir gérer tous les acteurs du secteur. Nous parlons là de la production, la distribution, le transport, et pour l'instant, c'est le ministre qui parle, nous sommes environ à 30 milliards. Alors pour le Camerounais lambda qui vous écoute ce dimanche, est-ce qu'il ne faut pas facilement en conclure que l'État n'a pas véritablement fait grand-chose? L'État récupère simplement quelqu'un qui était en train de mourir. Il convient de le dire, peut-être revenir là-dessus, ce propos de M. le ministre de l'eau et de l'énergie, et je l'ai dit en entendant mes propos, Eneo est le collecteur. C'est comme ça que le système électrique fonctionne en réalité. 40 milliards, ça on parle des charges, 40 milliards de charges à couvrir dans l'ensemble du secteur. C'est-à-dire quand on regarde ce qu'Eneo doit payer à ses fournisseurs, qui sont nombreux, vous avez NHPC, vous avez EDC, vous avez Sonatrel et bien d'autres. Et quand vous regardez l'autre côté, c'est qu'Eneo collecte quand il émet les factures. Vous êtes un client de Eneo tout comme moi, vous avez des entreprises qui doivent payer, vous avez les entités publiques qui doivent payer. Quand on met sur la balance, on se rend compte qu'on a ces déséquilibres-là en fait. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, il est vraiment important de combler ce gap-là. Il faut le combler. Est-ce que c'est aujourd'hui que l'État agit? Non. Il y a des actions qui ont été menées, qui ont même commencé il y a de cela quelques années pour essayer de remonter cette trésorerie. Il y a une typologie de clients aujourd'hui pour lesquels qui travaillent avec ACEL pour les pousser à payer le service normal. Et bien entendu, il y a un certain nombre de mesures qui sont en cours d'implémentation et même certains projets, peut-être vous n'êtes pas au courant, qui visent à
comment je vais dire, c'est-à-dire à rétablir un peu ce déséquilibre-là. Peut-être nous allons revenir en détail sur ces actions que nous sommes déjà menées et sur les actions à venir. C'est vrai que ma question reste presque entière. On a annoncé cette affaire à grande pompe. Le Cameroun vient de récupérer Neyo, on a chanté, on a crié avec des you-you. Alors, nous avons dans les chiffres, nous nous rendons compte que Neyo était déjà cette structure qui était en train de mourir. Donc l'État vient plutôt sauver Eneo. Est-ce qu'il faut en conclure, madame, que Eneo a échoué? Est-ce qu'Eneo a échoué? On ne va pas le dire comme ça parce que les responsabilités doivent être partagées. Eneo collecte auprès des entités publiques. Et je pense que les entités publiques, l'État en fait partie. Donc, si on dit aujourd'hui que chacun paie ses factures, c'est parce que nous reconnaissons que, outre les dettes qu'Eneo a eu à contracter en tant qu'entité, il faut le dire comme ça, entreprise, et on est tout à fait d'accord aujourd'hui que c'était des dettes à court terme, avec des maturités très courtes qui ne sont pas très indiquées pour développer des projets comme des projets d'envergure du côté distribution et qui ont bien plombé cette entreprise. Il n'en demeure pas moins que la facture aussi des entités publiques n'est pas toujours payée à temps. Donc toute la responsabilité ne peut pas être mise entre les mains des NEO. On a chacun notre responsabilité et il conviendrait qu'on essaye tous ensemble de redonner vers ces structures-là. Très bien. Madame le directeur, on reviendra à vous naturellement tout à l'heure. Le temps de passer également la parole à ces importants panélistes qui nous accompagnent ce dimanche. Je commence donc par Joseph-Marie Elundu. Joseph-Marie Elundu, vous en parlez depuis des décennies au Cameroun, cette affaire de privatisation de certaines sociétés de l'État. À une époque, c'était la solution idoine que l'on avait présentée à la face du monde. On nous a dit que c'était une obligation et que l'État devait justement engranger des bénéfices. Et dans cette foulée-là, il y a donc eu Sonel qui a été privatisé. Des années plus tard, on revient à la case départ. Et moi, je vais donc vous poser la question ce matin. Pourquoi donc avoir d'abord privatisé? Merci, parfait. C'est une question à laquelle il faut apporter des réponses, des réponses très claires. Nous étions, contre la privatisation de Sonel. Nous estimions que c'était un secteur stratégique et que des secteurs stratégiques devaient rester en les mains de l'État. Sur le principe, c'est ce que nous étions en train de combattre. Aujourd'hui, certains d'entre nous, à Tébéyéné, puis surtout et autres, perdent leurs armes. Nous étions des compagnons de cette bataille-là. Il est important, lorsque vous chutez, de voir où est-ce que vous avez trébuché. Tout à fait. Vous savez, il y a eu un grand complot contre le Cameroun. Ah bon? Oui, un grand complot. Et si nous avions des sociétés civiles fortes, on devrait porter plainte aux bailleurs de fonds internationaux, que sont le Fonds monétaire et la Banque mondiale, qui, pour résoudre un problème conjoncturel, ont proposé des solutions structurelles. La conjoncture était mauvaise pour les matières premières. Il fallait trouver une solution pour faire remonter les prix, par exemple. Il fallait trouver des solutions conjoncturelles. D'où vient-il que l'on demande qu'on déstabilise, qu'on détruise toute l'économie? Pour parler de la Sonel, j'ai produit un ouvrage il y a quelque temps. Ça, c'est l'arbre de l'ONCPB. Ça, c'est toutes les sociétés qui ont été détruites à travers les programmes du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens que vous veniez dans une économie et que vous détruisiez tout. Au nom de quoi en réalité? Le Cameroun était victime d'une modification ou d'une mutation de l'itinéraire de l'évolution du monde. C'est-à-dire qu'on était en train de passer d'un modèle qui était porté par les économies capitalistes d'un côté, socialiste de l'autre, vers un modèle unilatéral qui était le libéralisme économique. Donc, pour nous amener vers le libéralisme économique, il fallait nous neutraliser. Et on savait que nous vivons qu'avec les matières premières. Il y a donc eu des spéculations qui ont fait chuter le cours du cacao, du café, du bois, du pétrole.
et le pays s'est retrouvé sans argent. Mais l'économie était là. Il manquait de l'argent. Tout comme ça se passe ailleurs, on aurait dû simplement injecter des fonds sans demander au pays, par ailleurs, d'aller détruire toute son économie. Donc c'est dans cette foulée que nous perdons l'ONCPB, qui était le principal fournisseur, apporteur de fonds à l'État. Et par la suite, donc, toutes les autres sociétés, l'État n'ayant plus de moyens d'intervention, les sociétés étaient en train de mourir toutes seules. Si vous voulez qu'on les sauve, vous devez les privatiser. Et si vous voulez les privatiser, si vous les privatisez, on ne vous donne pas d'argent. Et on vous donnera d'argent si vous les privatisez. Ça veut dire qu'on va vous endetter. Donc nous rentrons dans l'économie de l'endettement, dans laquelle nous sommes jusqu'à ce jour. C'est-à-dire le monde entier d'ailleurs. Et le monde est tenu par un groupe de financiers qui mettent leur argent comme vous mettez la tontine. Et dans cette tontine, nous allons prendre tous les États, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, c'est pas moi. Nous allons prendre tout chez eux. On rembourse avec des taux d'intérêt usuraires. Vous entendez souvent parler des eurobonds. Vous entendez parler de tout. Ça porte plein de noms. En réalité, nous sommes enfermés dans un système économique duquel nous ne sortirons que si le pays décide effectivement, d'avoir sa monnaie. C'est-à-dire, je vous ai dit la dernière fois ici que lorsque la crise des subprimes est survenue aux États-Unis d'Amérique, la crise des subprimes, les Américains le président américain a demandé qu'on tourne la planche et qu'on produise 1000 milliards de dollars. Donc la souveraineté dont on parle, elle commence par là, la souveraineté monétaire. On ne nous a pas laissé l'occasion, puisque depuis notre indépendance, on ne nous a pas donné cette souveraineté-là. Du coup, nous sommes enfermés dans une affaire où, quand l'État revient là, votre question est pertinente. L'État vient sauver une société moribonde qui est pourtant le cœur du pays. C'est-à-dire l'État ne peut pas faire autrement. Et je vais vous dire, donnez-moi 2 minutes. La deuxième chose, vraiment 2 minutes. On ne va pas seulement accuser les bailleurs de fonds. Comment on est arrivé ici? Nous avons eu l'occasion, lorsque AS Sirocco, parce qu'il y avait AS Sirocco, qui était le premier preneur, après la Sonel, AS Sirocco, et puis c'est devenu AS Sirocco. Et lorsque AS Sirocco bat de l'aile, AS Sirocco même est une société chassée du Sénégal, que nous récupérons, dont on connaît d'ailleurs les performances qui étaient médiocres. On récupère ça ici, avec la complicité d'un certain nombre de personnes qui étaient dans cette décision. Et à un moment donné, AS Sirocco bat de l'aile, on nous amène Actis. Actis. Et en Ouganda, au moment où on nous l'amène ici. Et les syndicalistes ougandais avaient annoncé aux syndicalistes camerounais de ne pas prendre Actis comme partenaire. Mais l'ancien ministre, celui avant M. Elundu, est allé en mission en Ouganda et a ramené plutôt un rapport positif d'Actis. Et c'est donc lui qui amène Actis, qui en fait, c'est des fonds vautours, c'est des fonds de pension, des fonds qui n'ont pas d'identité, qui l'amènent au Cameroun. Et tout cela, ça avait été une période favorable à laquelle l'État pouvait plutôt remettre la main sur son entreprise à cette époque-là. On n'était pas encore à 800 milliards de dettes. Donc, je pense qu'il ne faut pas que les gens s'éloignent des réalités de fond. C'est-à-dire qu'il y a des responsables. De 800 milliards de dettes, ça fait justement également problème. Je pense que le ministre de l'eau et de l'énergie a d'ailleurs apporté une réponse à ces niveaux. On en parlera certainement avant la fin de ce premier sujet. Et selon certaines indiscrétions, cette Eneo qui perdrait environ 10 milliards. On en parlera avec madame le directeur tout à l'heure. Alors, je passe la parole à monsieur le maire. Monsieur le maire, qu'est-ce qui fait problème globalement dans le secteur de l'électricité en ce moment, selon vous? Maintenant, est-ce que le Cameroun a le droit de célébrer cette victoire? Alors, je comprends parfaitement le développement de M. Elundu. Je comprends aussi son idéologie. Mais je pense que c'est un sujet, il ne faut pas avoir de dogme. Il ne faut pas avoir de dogme. Lorsque nous nous retrouvons face à la crise économique profonde, il a expliqué l'origine.
les matières premières avaient chuté, les cours au niveau mondial. Nous n'étions pas si endettés que ça, mais il y avait beaucoup de dysfonctionnements internes. Parce que ce soit le président Amadou Ahidjo ou que le président Paul Biya par la suite, ils ont eu jusqu'aux années 90 une politique d'endettement très très prudente, contrairement à d'autres pays africains qui ont donc connu très vite aussi la crise de l'endettement née en 82 d'Amérique latine, mais nous aussi on était impactés. Mais le problème de fond est l'ensemble des dysfonctionnements internes de l'État. Et nous sortions effectivement d'une période où l'État était omniprésent. Et la phase de dérégulation de l'économie mondiale devait aussi nous toucher, parce qu'on voit très bien que dans beaucoup de secteurs, notamment les secteurs productifs, l'État n'est pas un bon gestionnaire, n'a jamais été un bon gestionnaire. L'État propulse, se substitue au début au secteur privé, mais en ensemble de secteurs, il vaut mieux que l'État, à un moment, se désengage. Alors, l'État s'est donc désengagé concernant la SONEL. Où en sommes-nous? Il n'y a pas que la SONEL, mais le problème... Non, c'est le cas de la SONEL qui nous intéresse. Non, mais c'est un ensemble d'entreprises publiques. Il fallait réformer. Et est-ce qu'il fallait réformer? C'est certainement oui. Parce que, figurez-vous, là nous sommes aujourd'hui en 2025, mais la réalité des années 90, c'est qu'à un moment donné, même l'État n'arrivait plus à payer ses salaires à la fin du mois. Et donc l'État qui n'arrivait pas à payer ses salaires à la fin du mois devait rembourser le peu de dettes, le stock de dettes qui n'était pas très énorme à l'époque, devait rembourser ses dettes et ensuite prendre en charge l'ensemble des coûts de ces entreprises publiques qui n'étaient entreprises que de nom, mais qui étaient toutes subventionnées et qui n'étaient pas gérées de façon rationnelle. Et donc, lorsque vous êtes en faillite et que vous appelez au secours les institutions que sont la Banque mondiale, le FMI, ils vous posent des conditions de l'accompagnement, du redressement de l'économie. Ils vous disent, bon, l'État camerounais, vous avez telle charge chaque mois, à la fin de chaque mois, qui s'ajoute à vos charges propres de telle entreprise, les chemins de fer, l'eau, l'électricité, où on n'arrivait plus à payer les salaires. Et donc, on ne voyait pas où allaient les recettes de ces entreprises. On vous dit, bon, autant qu'à faire, confier la gestion de ces structures à un opérateur privé pour qu'au moins vous voyez ces recettes. Et on a vu, après cette restructuration, ces recettes. Je peux dire que ce n'était pas forcément la solution optimale, mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas aidé l'État du Cameroun à sortir de 1000 problèmes qu'il n'arrivait plus à régler. Maintenant, il fallait réfléchir, parce que le problème, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Le problème n'est pas de dire on nationalise. Le problème, c'est la qualité de la gestion de l'État camerounais. Le patriotisme, le nationalisme de ceux qui gèrent. Quand l'État japonais a créé ces entreprises à l'époque, après la révolution Meiji, toutes ces entreprises qui sont devenues de multinationales étaient des entreprises publiques, mais c'était des nationalistes qui les géraient et qui les géraient avec l'ambition d'en faire des champions mondiaux. Et donc avec rationalité, pas ce que les gestionnaires appellent souvent l'effet d'agence. Quand vous gérez une entreprise publique et que vous gérez cette entreprise publique comme un pirate, un mauvais père de famille, mais on arrive à ces résultats. Et le problème n'est pas de nationaliser. Le problème, c'est d'être sûr que lorsque l'État gestionnaire va prendre en charge les entités, évidemment que... Monsieur le maire, oui. moi, les questions ce matin sont simples. Oui. C'est comme si nous faisons légèrement un bilan de cette privatisation au Cameroun. D'accord? Et le cas qui nous intéresse ce matin, c'est Eneo. Vous dites que l'État n'avait pas le choix. Très bien. On nous a dit que c'était la seule option pour que les choses aillent bien. N'est-ce pas, monsieur le maire? Ben, ce n'était pas la solution optimale. Pour l'instant, où en sommes-nous à l'heure du bilan? Est-ce que nous pouvons maintenant nous dire que nous avons véritablement bien fait? Non, j'ai dit ceci. Attendez, il chute et vous ce n'était pas une solution optimale naturellement, parce que quand vous confiez... Donc la privatisation a échoué au Cameroun? Non, on ne peut pas dire qu'elle a échoué. Elle a réussi donc? Attendez, elle a stabilisé un certain nombre de choses. Il n'est pas question de faire marche arrière aujourd'hui, parce que le secteur a été restructuré. Moi je pensais qu'on entendait faire marche arrière. Non, on ne peut pas. C'est pas marche arrière. Madame la directrice a dit tout à l'heure qu'il y a
il y a eu restructuration du secteur, et il y a les producteurs financés principalement par endettement, cautionnés par l'État. Il y a un transporteur aujourd'hui, il y a le collecteur, le distributeur sur le terrain. Le déséquilibre financier qui existe, il faut l'analyser. Il faut donc voir comment ou retrouver des ressources pour combler ce déficit. Le souci du citoyen lambda aujourd'hui, c'est de se dire, il ne faudrait pas que ce déficit m'incombe et que ma facture double. Voilà. Mais maintenant, dans le fond, il ne faudrait pas que la nationalisation fasse baisser les recettes. Il faut s'assurer que effectivement cette nationalisation va les faire augmenter, parce que, et c'est là où je voulais dire, pourquoi la solution ne pouvait pas être optimale, c'est que l'entreprise qui est venue pour réaliser des bénéfices, donc elle rapatriait quelque chose, elle n'est pas venue de façon bénévole. Et si l'État camerounais peut gérer au moins avec la même rationalité, on peut imaginer que les bénéfices que l'entreprise rapatriait vont rester sur place. Et si l'État peut même mieux gérer, parce que quand on dit pirate, une entreprise étrangère, un fonds de pension, vient ici aussi quelque part en pirate pour réaliser des bénéfices. Donc est-ce que la nationalisation permet de maintenir au moins le même niveau de recettes et ensuite donc de nationaliser les bénéfices que cette entreprise rapatriait pour les mettre au service du secteur et peut-être diminuer le déséquilibre financier, là où est l'enjeu. Mais il ne faudrait pas que la nationalisation fasse baisser plutôt les recettes. Dans le secteur de l'eau, on l'a vu. Depuis qu'on a nationalisé, les recettes ont baissé. Et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que les recettes ne vont pas baisser et qu'on va plutôt aller par d'autres solutions nationales vers l'équilibre financier du secteur. Je crois que c'est là le problème. Fidel Castro. Une petite minute. Non. Et Fidel Castro n'a pas encore dit un mot. Il n'est pas là pour le décor. Fidel Castro, oui. Qu'est-ce qu'il faut dire en ce moment? La renationalisation des néos, nous célébrons et nous disons bravo à l'État, ou alors nous devons plutôt nous poser des questions sur, à un moment donné, les choix économiques qui ont été faits? Je pense que le sentiment doit être doublé. D'un côté, lorsqu'on est Camerounais, on doit se sentir fier de ce que les entreprises ou encore les secteurs aussi stratégiques que sommes nous. On doit se sentir fier que ces gens-là ont fait des bénéfices colossaux. Et maintenant, on nous laisse une entreprise presque en faillite. Il faudrait bien m'écouter. Il y a des secteurs où l'État ne doit pas transiger, où l'État ne doit pas galvauder. C'est des secteurs comme l'eau et l'électricité. Ailleurs, l'État s'occupe lui-même de ça. Parce que c'est des secteurs sensibles que dès qu'on remet entre les mains d'un expatrié, parfois, vous ne connaissez pas ce qui peut arriver dans le contrôle d'un État. Donc moi, je suis satisfait de ce qu'aujourd'hui, que l'État puisse reprendre la main dans ces secteurs-là. Mais la grande question qu'on est en droit de se poser, c'est de savoir comment ont été menées les politiques de privatisation au Cameroun. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est que, telles que les procédures ont été menées, ça conduit le Cameroun vers l'échec. Ne pas le reconnaître. C'est ce que le maire ne veut pas admettre. Non, parce qu'aujourd'hui, si on en vient à nationaliser, si on en vient à vous dire que... Parce que quand on fait... comment est-ce que les réformes ont été menées? C'est bien beau d'accuser le FMI, la Banque mondiale, mais il me semble que les Camerounais étaient à l'origine de tout ça. Comment est-ce qu'ils ont mené toutes ces procédures-là? Lorsque vous voyez, par exemple, on prend le cas de la nationale qui nous intéresse aujourd'hui, INEO. Vous avez vu combien de temps ça a mis? Dès la privatisation, le premier partenaire qui est arrivé, on a compris tout ce qui est échec. D'ailleurs, le choix a posé un problème. Ceux qui sont allés chercher, comment ils ont ficelé le dossier? Quels sont les rapports qui ont été faits? Parce que vous ne pouvez pas prendre une entreprise, puis un an après, on vous dit que l'entreprise est déjà en faillite. Comment vous avez fait pour sauver cette entreprise? Ça, c'est la première question. Aujourd'hui, moi, je félicite l'actuel ministre Gaston Elunde Somba, qui est en train de mener des réformes profondes dans ce secteur-là. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Ce qui est en train d'être fait là-dessus, je suis d'accord avec vous, c'est qu'on a récupéré quelque chose qui était déjà en faillite. Pourquoi est-ce que c'est en faillite? Et on doit célébrer. On célèbre simplement parce que nous, on a repris. Maintenant, la question, je vous dis la question, c'est comment est-ce que les réformes sont menées aujourd'hui pour que ce qui s'est passé hier, que ça n'en arrive plus? Parce que si... il y a eu un échec. Il y a eu un échec. D'accord. Il y a eu un échec d'ailleurs.
Si vous prenez les derniers discours du président, le Camerounais, le citoyen qui est à la maison, ne veut pas savoir qui transporte le courant, ne veut pas savoir qui produit. Tout ce qu'il lui veut à la maison, c'est de savoir que est-ce que je vais avoir l'électricité à temps? Est-ce que je vais payer ma facture normalement? C'est-à-dire que est-ce que tous les jours, je n'aurai pas l'impression qu'il y a toujours le kilowatt qui augmente chaque jour? Ça, c'est ce que le Camerounais lambda, c'est ce qui intéresse le Camerounais lambda. Il appartient donc à ceux-là qui ont la gestion au quotidien, ceux-là qui sont fait pour penser de mettre des réformes en place pour permettre à ce que ce problème soit résolu une fois définitivement. Parce qu'avant, je passe sous le contrôle de madame la directrice, au Cameroun, on ne savait pas qui produit, qui distribue et qui transporte. Tout ça était regroupé autour d'une seule et même entité. Même si on va dire que ça a laissé des traces parce que le poids était énorme, mais une fois que tout cela a été séquencé, est-ce que cela a bénéficié? Est-ce que ça a donné des résultats meilleurs que ce qui se passait avant? Merci. On repasse la parole justement à madame le directeur de l'électricité. Et puisque fidèle en AFECA, c'était prévu que vous nous apportiez ces éléments de réponse. À un moment donné, tout était concentré au sein d'une même structure. À l'époque, la SONEL, par la suite Eneo. Beaucoup ont également trouvé que c'était lourd. On nous a également fait comprendre, à grand coup publicitaire au niveau de l'État, qu'il fallait absolument déconcentrer. C'est de cette manière-là qu'on a dit, bon, maintenant, certaines autres entreprises, ce sera seulement pour la production, d'autres uniquement pour le transport et d'autres pour la distribution. On a dit formidable. En ce moment, est-ce que nous pouvons dire que cette déconcentralisation a apporté des fruits? Merci pour cette question. Est-ce que ça a apporté des fruits? Forcément, ça apporte plus de visibilité dans le secteur. Quand vous découplez, vous savez qui fait quoi et qui rapporte quoi, et vous pouvez identifier clairement des problèmes. Donc, c'est ce qui s'est passé autour des années 50. On sait bien que c'était un monopole unique. C'est Neo, on va dire Neo, même comme c'était avec AES, avec Sonel et tout ça. On avait une seule entité qui gérait tout, production, transport, distribution, avec des comptes uniques. Et avec ce système, vous n'avez pas une visibilité sur ce qui est à l'intérieur en réalité. Et aujourd'hui, le fait même pas aujourd'hui, au moment où on a constaté des premières réformes, la première des choses c'était de libéraliser le secteur, de diviser tous ces segments, faire entrer les producteurs indépendants. Il faut le reconnaître quand même, avec tout la crise économique qu'a connue le pays, et il y avait quand même des problèmes d'investissement dans ce secteur-là. On avait 100 mégawatts qu'il fallait combler à cette époque-là. Il était important de trouver des financements et je pense que c'est une des raisons aussi qui a favorisé peut-être la libération de ce secteur. On a eu de nouveaux acteurs qui sont entrés et qui ont permis aujourd'hui d'investir. Parce que quand vous avez des producteurs indépendants, c'est eux qui apportent des prêts conséquents pour être à même de construire un certain nombre d'ouvrages quand l'État n'est plus en mesure de mobiliser ces fonds-là. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que vous avez tous ces entreprises, que ce soit KPDC, DPDC ou aujourd'hui Natigal. C'est parce que on a libéralisé le secteur, on a donc permis à ces producteurs d'entrer dans le système et puis d'apporter quand même une certaine énergie. Aujourd'hui, le problème se pose. On est d'accord, on parle est-ce que la privatisation en valait la peine? Bon, je voudrais peut-être pas dire oui ou non. Ça dépend de quel angle on se situe. Parce que quand on est vraiment en crise, de fois on fait des choix qui peuvent toujours ne pas être stratégiques, mais on est à un moment donné obligé de les faire. Et puis, le problème, c'est de faire le bilan. Peut-être étape par étape, peut-être on aurait pu se rendre compte beaucoup plus tôt et se réajuster. Il n'est pas trop tard. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est une société nationale. On l'a privatisée. On dit aujourd'hui, il faudrait absolument, et c'est ce qui a été fait, renationaliser cette entreprise-là. Pour être même d'en avoir le contrôle et essayer, autant que faire se peut, de relever un peu cette structure-là. Et les défis sont assez nombreux. Je pense que le maire qui est au contact des populations a ses remontées d'informations au quotidien. Les plaintes sont multiples. Donc nous, est-ce qu'il faut rentrer en arrière forcément? On peut questionner. Mais nous, au niveau du ministère de l'eau et de l'énergie, nous essayons d'aller vers l'avant, regarder vers l'avant. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour assainir ce secteur-là? Peut-être c'est l'occasion de vous dire un peu qu'est-ce que nous sommes en train de faire, ou qu'est-ce que nous comptons faire, ou quelles sont les réformes profondes qui sont envisagées pour essayer de corriger ce déséquilibre. On l'a dit, il fallait d'abord mettre le doigt sur le problème fondamental. Maintenant, il fallait identifier les causes. Qu'est-ce qui cause ou qui a causé ce déséquilibre-là?
On va prendre quelques exemples. On a parlé des dettes, du type d'endettement des NEO. On l'a dit, les prêts à court terme n'aident pas beaucoup dans les investissements. Nous avons la question de rendement de distribution. Notre rendement n'est pas bon. Il est stagnant depuis près de 15 ans. 30% avec les pertes techniques et non techniques. Et les pertes non techniques, on voit l'impact sur le commercial. 60 milliards que nous perdons par an avec cette question de fraude massive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut une lutte sans merci pour essayer de réduire, d'annuler cette fraude. On va peut-être pas l'annuler parce que ce n'est pas évident, mais il faut la réduire au maximum pour que ces 60 milliards que nous perdons aujourd'hui ne soient plus perdus. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut que chacun paye sa facture, que les entités publiques payent. Et qu'est-ce qu'on envisage de faire dans ce sens-là? C'est justement de demander à ces entités d'inscrire déjà dans leur budget. On a été voter les budgets, d'inscrire déjà ces arriérés de paiement qui sont déjà assez énormes pour que l'année prochaine, qu'on ne dise pas on n'a pas de quoi payer, là j'ai pas des arriérés, et de s'acquitter de ces factures mensuelles. Ce que nous disons au niveau de la compensation tarifaire, c'est qu'il faut la réduire. Parce que c'est l'occasion de le dire. Nous ne payons pas le juste prix. Nous sommes tous assis là, mais nous ne payons pas le coût des services. Et le client lambda, deux fois, il ne le sait pas. Aujourd'hui, quand on regarde le prix du kilowatt, il est sur autour de 100, vous dites que nous ne payons pas le juste prix. Non, le coût des services, c'est-à-dire quand vous faites un investissement, il y a un prix de revient. Pour aller sur le marché, pour dire, pour faire cette bouteille d'eau, il m'a fallu dépenser tant, alors pour que je recouvre mes fonds, je dois le vendre à X francs. Aujourd'hui, le X francs en électricité tourne autour de 110 le kilowattheure, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que le commun des mortels paye que nous sommes. Nous avons aujourd'hui, dans la tarification, si vous regardez très bien, il y a des clients sociaux qui paient 50 francs, donc moitié prix. Les clients sociaux, c'est qui? Les clients sociaux, c'est qui consomment entre 0 et 110 kWh. L'État a choisi de geler le tarif de l'électricité depuis 2012. Donc ces clients-là ne payent pas le juste prix parce que les clients étaient soucieux de leurs conditions et a décidé... C'est ce qui a créé ces déséquilibres financiers? On ne dit pas que ce n'est que ça qui a créé. Ce qu'on dit, c'est que il y a des mesures que l'État a eu à prendre, qui sont peut-être inconnues des populations et qui sont en train d'être corrigées. Quand je parlais par exemple du tarif, aujourd'hui, il y a une catégorie d'entreprises qui payent au fur et à mesure. Il y a un programme qui est mis sur pied, c'est même un accompagnement que ACF avec cette structure-là pour payer le coût du service, comme on l'appelle dans notre jargon. Et ce sont des mesures, là je ne parle pas des mesures que nous envisageons dans le secteur pour amener tout le monde à payer, pas tout le monde, on va laisser cette catégorie, c'est une instruction présidentielle de payer déjà ce juste prix. Dans le secteur, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut du cash. Pour avoir du cash, la plupart d'entre nous avons encore des compteurs post-pay, c'est-à-dire à la fin du mois, vous payez vos factures. Aujourd'hui, on a une vaste campagne d'installation des compteurs prépayés qui vont apporter un peu plus de cash dans le secteur et permettre donc aux opérateurs de poursuivre aussi avec leurs investissements. Quand on regarde le point névralgique, qui est la dette des NEO, et le ministre l'a relevé, il faut absolument restructurer cette dette-là. Il faut absolument ouvrir ce débat, ce dossier. Comment est-ce qu'on fait pour assainir la dette des NEO? Encore faut-il le relever. Quand on parle de 800 milliards et même plus de la dette, il faut encore savoir la décomposer. Parce que NEO a des dettes qu'il a eu à prendre dans les banques locales, oui, de 100 milliards à peu près. On connaît très bien le service de la dette, comment ça se passe. Mais vous avez aussi le fait que NEO ne paye pas, ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des fournisseurs. On a une dette qui est entre 450 et 500 milliards. Donc dans les 800 là, il faut bien comprendre comment est structurée cette dette-là. Est-ce qu'il faut comprendre, Madame le Directeur, parce que à force de vous écouter, j'ai la nette impression que NEO vit de dette en dette. Oui. C'est une structure surendettée. Oui. NEO vit de dette en dette. Mais c'est catastrophique ça. C'est catastrophique. C'est pour ça qu'on disait... On peut questionner la qualité de l'endettement des NEO aujourd'hui. Ça, c'est clair, mais on dit... Entre-temps, quand même, hein, je ne sais pas si vous pourrez avoir une réponse à cette préoccupation qui peut aussi intéresser ceux qui nous regardent ce matin. La structure privée qui a géré NEO pendant tant d'années, vous avez essayé d'évaluer un tout petit peu quel aura été son bénéfice? Ce qu'on pourrait vous dire, vous rassurer, c'est qu'il y a une étude, un diagnostic qui est en cours, c'est porté dans l'un des programmes que nous avons sous la main, on appelle ça le P4A, Programme for Result. Donc on a cette étude-là qui est en cours, qui pose le diagnostic profond
Et l'objectif de cette étude, c'est de présenter, d'élaborer un plan de redressement des NEO. Nous attendons, nous aussi, les conclusions de cette étude. On pense que peut-être à ce moment-là, on pourra répondre valablement à cette question. J'ai appris que vous devez plutôt encore donner à cette structure 78 milliards. 78 milliards, ça c'est la valeur transactionnelle. C'est la valeur transactionnelle. Moi, je veux parler comme un Camerounais d'en bas. Est-ce que c'est vrai que nous devons encore leur donner 78 milliards? Oui, oui. C'est-à-dire pour le rachat des actions. C'est-à-dire qu'on nous laisse une société morte, mais nous allons encore leur donner 78 milliards. Oui, nous ne pouvons pas dire le contraire. Les médias ont fait suffisamment écho. Le prix de rachat, c'est 78 milliards. On peut le dire, la proposition d'Actis, c'était le double. Il faut le dire comme ça. C'est à la suite de plusieurs négociations avec l'aide des cabinets qui ont été recrutés, qu'on a pu atteindre ce montant, que nous appelons un montant transactionnel, parce que ce n'est pas le montant réel des actifs des NEO. Et ce qu'on voudrait peut-être aussi dire, c'est que pendant que nous menons le diagnostic profond des NEO à travers cette étude-là qui est en cours, il y a aussi la question des inventaires, des distributions. Qu'est-ce qu'on a dans le patrimoine réel des NEO? On a aussi un cabinet qui travaille en ce moment, qui fait cet inventaire profond de cette structure. Et on pense que c'est important de croiser sur toutes ces données pour avoir une meilleure lisibilité sur ce qui n'était pas connu. Rappelons-le, l'État, 44%, n'avait pas la majorité. Et quand vous êtes dans ce type de structure, ce n'est pas vous qui avez la dernière décision. Très bien. Joseph-Marie Elundu, l'un des problèmes majeurs en fourniture d'électricité au Cameroun, c'est ce que l'on a appelé délestage dans notre pays. Et Néo qui redevient donc camerounais, est-ce que nous pouvons avoir cette garantie qu'on dira adieu au délestage? Moi, je ne peux pas répondre à cette question véritablement, mais je voudrais pas qu'on saute sur des problématiques stratégiques de fond. Il n'est pas sérieux de dire certaines choses. Lorsqu'on ferme l'ONCPB, cette société pèse 277 milliards. Et elle a dans les comptes de l'État, au Trésor, 60 milliards. Dans les comptes du Trésor, 60 milliards. Elle pèse 277 milliards avant la dévaluation. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise des choses. Il y a un programme qui a été mis en place pour mener le Cameroun vers l'économie libérale. La première analyse doit être stratégique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas régler un problème conjoncturel avec des solutions structurelles. Et c'est technique, c'est-à-dire que ça ne doit pas se discuter. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Les prix chutent sur le marché, on vient fermer les sociétés. Pourquoi? Il y a un problème. Je pense que minimalement, c'est la logique qui devrait conduire notre démarche. Et je vous dis que il faut que l'on soit aussi clair. La privatisation des NEO a échoué. Disons-le. Vous le dites sans amal. Mais puisqu'on part d'une nationalisation vers une renationalisation, c'est bien vous qui écrivez là-bas, la renationalisation. Donc on vient de traverser deux ou trois décennies de malheur. Et les chiffres sont là pour nous le dire. 800 milliards, 100 milliards de dettes à court terme sur les banques locales, les banques commerciales. Mais c'est la folie. Et qui va payer tout ça? Mais c'est une vraie folie. Et je veux dire que bon, le ministre Elundu a fait un brillant exposé. Lui, ils sont en bout de chaîne. Les choses se sont passées avant. Même l'argent qu'on donne à Actis, là. Qui sont les gens qui sont dans Actis? Qui? Mais dites-nous. Alors, dans Actis, vous allez retrouver les locaux. Ah bon? Qui ont fait l'effet trombone. À l'époque, on avait déjà dénoncé ça. Vous êtes sérieux là? Je suis sérieux. Et j'ai publié à cette époque un journal anti-contrefaçon, contrebande de corruption que je produisais à l'époque. Et j'avais fait tout un article là-dessus. Je vous parle d'histoire. Et j'ai la légitimité du temps. C'est-à-dire que j'étais là. J'ai dit et je répète. Le Cameroun a été saboté. Et c'est pour cela que rien ne marche. Parce que tous ces gens-là qui se sont mêlés de ça n'étaient même pas outillés pour mener des privatisations. Je pense qu'à mon commission, vous êtes d'accord que les équipes en place n'étaient pas des équipes formées pour des questions de réhabilitation, des questions de réflexion, des questions de revoir comment l'économie va fonctionner. Donc en réalité, nous faisions quoi? Nous étions sous, comment on appelle ça? Sous revue.
tous les 3 mois, des équipes du Fonds monétaire Banque mondiale venaient au Cameroun pour voir à quel niveau nous étions rendus, combien de sociétés nous avions vendues, etc. Vous ne vous posez pas les questions. Il y avait quand même des Camerounais à l'époque qui avaient quelques sous. Pourquoi toutes ces entreprises sont reparties vers le grand capital mondial? Pourquoi ce n'est pas les Camerounais? Il y avait à l'époque les James Sonobio, les Fotso, les Soeng et tout, des gars qui avaient quand même des liquidités, qui pouvaient acheter certaines de ces sociétés. Et il ne faut pas qu'on nous fasse croire que toutes ces sociétés étaient en faillite. Monsieur, toutes ces sociétés n'étaient pas en faillite. Et on est clair, c'était un problème de liquidité. L'État accusait de graves tensions de trésorerie. Disons les choses clairement. Aujourd'hui, nous sommes devant un problème structurel. Alors, c'est une vraie maladie. Comment l'État, qui est endetté sur le front de Sonara, qui est endetté sur le front d'un artiste, qui, ma foi, on ne sait pas d'où il sort, parce qu'on nous a dit à un moment qu'artiste est devenu Eneo, et que Eneo, on ne sait plus. Tout cela est tellement complexe que nous Camerounais aujourd'hui, on est obligé de poser les questions, les bonnes questions. Et ce n'est pas l'équipe actuelle qui est aux affaires qui peut répondre à ces questions. Comment ça? Et je vais finir. Non, qui va répondre? Parce que l'équipe actuelle est en train de soigner une maladie qui est la rendre compte. Je vais vous donner un argument. Les gens qui ont géré les privatisations, je vous donne un argument. est-ce qu'ils sont déjà tous morts? Est-ce que vous avez observé hier que pendant cette passation de... On parlait quand même de renationalisation. Oui. Vous avez vu le Premier ministre autour de ça? Pourquoi on n'a pas vu le Premier ministre autour de cette affaire? Vous voulez dire que le Premier ministre n'est pas d'accord? La nationalisation de NE avait été faite sur la force d'un Premier ministre qui s'appelait Mafani Moussongé. Comment se fait-il que quand on renationalise, on voit un ministre, bien entendu, le ministre du secteur est là, on comprend, mais on voit le ministre des Finances qui semble être le représentant, je ne sais pas, de l'État. Mais moi je pense qu'on aurait dû voir M. Dion Ngouté dans cette affaire. Et c'est-à-dire que ça me paraît tout simplement en parallélisme de forme, n'est-ce pas? Tout le monde peut être d'accord là-dessus. Et je vais finir en disant que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a repris Camerco. Il est où? Alors, quel est le modèle de gouvernance? Comment va-t-on choisir? Quel est le casting qui va permettre de mettre en place cette nouvelle gouvernance dont parlait le ministre lors de la conférence de presse? Parce que si on repart dans une histoire de cooptation avec un administrateur civil à la tête des AS, je ne sais pas comment ils vont appeler ça après, c'est l'échec. Parce que on a besoin maintenant des gars outillés, des équipes formées aux questions pointues d'électricité. Je dis ceci, l'État du Cameroun d'ailleurs a énormément travaillé. Regardez tous ces barrages. On en parlera tout à l'heure. L'État a mis tous ces barrages, c'est la question que vous m'avez posée. Tous ces barrages, l'État a mis beaucoup d'argent. Quel était le but de privatiser cette affaire? Qu'est-ce que ces gens faisaient même là? Est-ce que pour collecter l'argent, on a besoin de soulever autant de poussière? Madame vient nous dire que son rôle était de collecter et de partager aux autres. On avait vraiment besoin de tous ces mouvements, de soulever toutes ces poussières pour ça. Quand même, ne nous faites pas donner l'impression que nous n'avons pas été un peu à l'école. Merci. Donc je chute là, j'ai dit vraiment, je voudrais que le maire soit d'accord avec moi que si on parle de la nationalisation à la renationalisation, il y a échec. Ne tournons pas rond, il y a échec. Et l'État, comme l'État est le maître des lieux, et c'est le cœur de sa vie, l'électricité, il est obligé de parfois même d'avaler des couleuvres, y compris même de payer un argent qu'il sent qu'il n'est pas bon à payer, mais il faut passer dessus parce que si on continue à traîner dessus avec les tribunaux à la haie, parce qu'ils sont organisés, hein. Si vous ne payez pas 78 milliards là, ils vont vous porter plainte dans un tribunal qui vous frappe et qui a les moyens
de faire le recouvrement, même si vous voulez ou non. Alors que nous restons avec des centaines de milliers de... Non, oui, c'est pas ça. Vous avez signé. Alors, là, on dit que la transaction doit être faite. Alors, rapidement, au niveau de la messagerie, au plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour sur le plateau. Est-ce que la responsable du ministère de l'eau et de l'énergie peut nous dire à combien Actis a acquis et Neo, combien ont-ils investi pendant leur période d'exercice? Enfin, quels sont les Camerounais qui se cachaient derrière Actis? Bonne émission à vous. C'est Hilaire depuis l'Allemagne. Bon, madame n'est pas obligée de répondre directement. Elle peut noter et le moment venu, elle apportera certainement des précisions. Bonjour le plateau. Est-ce normal qu'un domicile privé soit soumis à la tarification du régime de commerce, soit 100 francs par kilowatt depuis le début de la consommation et de l'installation? Et quand on adresse des requêtes à Eneo Biemassi et disent de s'adresser à celui d'un Colbison, un Colbison demande de s'adresser à TKC. Vraiment, au-delà de la nationalisation de pareilles structures, je pense qu'il faut dissoudre totalement et réorganiser. C'est Arthur de Mandon qui envoie ce message. Je pense que le ministre de l'eau a également parlé de la restructuration. Monsieur Parfait a ici demandé aux panélistes de débattre avec sérieux, sans parti pris, parce que si on ne met pas le doigt dans la plaie, on ne peut pas résoudre ces problèmes. Ce n'est pas le seul secteur qui a des problèmes. Alors, si les gens pensent qu'on accuse l'État, alors il faut défendre l'État. Ici, on n'aura pas résolu le problème des privatisations. Pour ce qui est de la lumière, je propose que la SONEL crée des lignes de fourniture de l'État de façon à facturer l'État et que ces paiements soient suivis parce que l'État est un mauvais payeur dans tous les domaines. Rappelez-vous la Camer, la Camtel et autres. Tous ces problèmes, c'est l'État même qui met le désordre. C'est l'État même qui met le désordre. Et quand la mauvaise gestion s'y mêle, c'est la catastrophe. Un autre message. Bonjour Monsieur Parfait ici. Je suis d'accord avec Monsieur Elundou. La privatisation de la SONEL a été un échec. Aujourd'hui, nous allons encore vers un autre échec. Si une étude profonde n'est pas faite avant son rachat, si oui, comment? Bonjour Parfait. Et excellente émission. Le problème des néos, à mon avis, est celui de toutes les sociétés camerounaises. Un problème fondamental lié à la nomination des dirigeants. Parfait, nous avons besoin d'autocrates, d'experts pour ce qu'il faut. 2, un problème de gestion de la richesse. Est-ce que ceux qui sont aux commandes travaillent pour le bien des Camerounais? 3, une politisation des sociétés au Cameroun. Les nominations se font non pas par compétence, mais pour remercier le travail des uns et des autres lors des élections. Par conséquent, nous faussons la carte économique et managériale du Cameroun. 4, la moralité de nos dirigeants. Parfait, Eneo doit 800 milliards. Mais ces 800 milliards-là sont quoi devant ce qui est volé? Et si tout ça ne change pas, peu importe qu'on privatise ou non, on aura toujours les mêmes résultats. Prenons 2 dernières contributions. Bonjour Monsieur Aïssi et son panel. J'apprécie la franchise de Madame la directrice du Miné. Au moment de renationaliser Eneo, je souhaite que l'État camerounais permette que ce soit les techniciens qui gèrent cette boîte et non les administrateurs. J'ai voulu rencontrer Madame la directrice malheureusement qui était en réunion pour dénoncer le tribalisme et l'asphyxie que nous, les opérateurs économiques, rencontrons dans la zone d'Union et Sceaux et l'océan à Kribi. J'ai fait des investissements dans ces zones où il a demandé des branchements de ces locaux, soit 4 bâtiments. C'est Marc Emmanuel qui envoie ce message. Bonjour le panel, très bon sujet car l'énergie compacte tout. Ma question s'adresse à la dame du ministère de l'eau et de l'énergie. Pourquoi le compteur prépayé financé par la BM au Cameroun avec un fort impact social coûte 60 000 francs au lieu de 21 000 francs prévus dans le projet initial? Quel est le rôle des néos? Merci de nous éclairer. C'est Amadou de Marois qui envoie cette contribution. Avant de repasser la parole à Madame le directeur, je donne d'abord la parole à Monsieur le maire. Monsieur le maire, la crise, entre guillemets, dans le secteur de l'électricité, cette sortie de crise, est-ce que nous pouvons nous dire que c'est pour demain? Je pense que il faut réfléchir profondément pour sortir de crise. Pas pour demain, mais surtout pour le moyen et le long terme. Les besoins
en électricité vont s'accroître. La population camerounaise va doubler. Les activités économiques vont augmenter. Il faudra plus d'électricité au juste coût. Parce que l'électricité demeure un facteur intermédiaire de production. Vous avez vu un entrepreneur qui se plaignait tout à l'heure. Et c'est pour ça que, effectivement, dans tous les modèles qu'on peut envisager, il faut prendre en compte, effectivement, une petite dimension sociale. Il faut prendre en compte le caractère vital sur le plan économique de l'électricité. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut beaucoup plus de transparence. On est d'accord dessus. Transparence parce que quand on parle de dette aujourd'hui, il faut bien l'auditer. Moi, en tant que maire, j'ai refusé de signer plusieurs factures d'éclairage public parce que j'estimais que c'était opaque et que il fallait qu'on me justifie que ma ville a consommé autant d'électricité alors que nous restions parfois, ça a diminué sensiblement aujourd'hui, mais 2020-2021, on restait un mois avec peut-être 2-3 jours d'éclairage. Et lorsqu'on me ramenait les mêmes factures que l'année précédente, je disais non. Est-ce que l'année précédente, on avait l'électricité 2-3 fois par semaine et on avait la même facture? Qu'est-ce qui justifie cette facturation? Et lorsque vous discutez avec un maire de ville, Yaoundé Douala, il va vous donner la même réponse, la facturation opaque. Et donc, on peut soupçonner qu'il y ait des effets d'aubaine. La facture de l'État, aujourd'hui, en tout cas celle qu'on impute à l'État, il faut bien l'auditer. Il faut bien l'auditer parce que l'agent privé peut se dire, bon, le meilleur client à qui je peux surfacturer, c'est l'État, il paiera tôt ou tard. Et c'est l'impression qu'on a eue lorsque les maires de ville ont dit, bon, moi, j'engage une facture, une diversification des sources d'énergie, je vais éclairer la ville avec du solaire. On a bien vu les résistances et les problèmes. Ouais. Et on a soupçonné qu'il y avait un souci derrière cette facturation. La facture d'électricité aujourd'hui au Cameroun, parce que c'est un marché mondial, il faut bien voir et comparer. Moi, je n'ai pas d'études dessus. Que coûte l'électricité en Côte d'Ivoire, en Égypte, en France, en Chine? Qu'est-ce qui fait que notre coût soit à ce niveau? Nous savons que nous importons la technologie et le savoir-faire. Est-ce que c'est ça qui fait le surcoût? Et comment faire pour diversifier effectivement les engagements pris par l'État, notamment avec l'endettement? Et c'est pour ça que je dis à M. Loundé, nous ne vivons pas en autarcie, puisqu'il fallait bien s'endetter pour investir. Il fallait bien des partenaires à la fois techniques et financiers pour investir. Donc, quand vous êtes coincé, et que ce que vous avez même dit, vous n'arrivez pas à retrouver l'équilibre financier et que vous devez accroître la production, il faut trouver des solutions. Donc, à l'époque, c'était le moindre mal. Et le problème se posera toujours, puisque actuellement, nous n'avons pas encore retrouvé l'équilibre en termes de demande et de production. Il y a des investissements forts que l'État fait, mais il faut encore que ça soit bien géré. Mais je pense que la transparence doit être de règles pour que le consommateur et surtout les entreprises payent le juste prix. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec une facture relativement élevée parce que il y a des dettes qu'il faut auditer, qu'il faut rembourser. Il y a des montages qui ont été faits. Est-ce que ces montages, le coût de revient, quand on a fait le business plan, était le bon coût de revient et que nous n'allons pas payer une surfacturation? En amont, ce n'est pas en pomme de nœud, parce qu'on a investi, on s'est endetté pour Nakchigal. Il faut voir, est-ce que nous allons rembourser avec quoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Je pense que oui, parce que le coût de l'électricité solaire, par exemple, a tellement chuté. Et moi, j'ai vu les mini-centrales qu'on a essayé de mettre dans certaines localités. J'ai vu, je ne sais pas quel était, si c'était le coût d'équilibre, le coût de revient, mais j'ai vu des mamans qui payaient le pétrole pour s'éclairer au village, payer moitié moins avec le solaire et être mieux éclairé. Très bien. Est-ce que le montage actuel ne nous bloque pas justement vers la baisse avec des sources alternatives et une concurrence au niveau de l'offre? Il y a des maires, par exemple, qui ont eu des autorisations de construire des mini-centrales
ce qui me revient, c'est que le coût de revient de ces mini-centrales, alors qu'au niveau national, les néo a des économies de chaîne, le coût de revient, semble-t-il, est relativement faible. Relativement faible. Donc il faut s'interroger et auditer pour qu'il n'y ait pas une surfacturation dans le secteur. C'est compris, Jean-Baptiste Atemengue. Madame le directeur, nous vous repassons la parole. Hein. Nous disions tout à l'heure qu'il y avait une véritable crise dans le secteur de l'électricité au moment où la société Eneo redevenait entièrement camerounaise. Certaines informations qui circulent, que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou bien au niveau des médias classiques, font état de ce que du côté du barrage de Naktigal, c'est un autre scandale qui vient d'éclater. On parle de beaucoup de milliards qui se sont envolés, mettant véritablement en exergue le problème de barrage hydroélectrique au Cameroun. Cette affaire, elle nous a véritablement servi jusqu'en 2025. Que se passe-t-il du côté du barrage de Naktigal? Merci pour cette question, mais permettez-moi, avant de parler de Naktigal, de revenir quand même sur certains éléments que j'ai suivis. La question, pourquoi Eneo collecte? C'est important de comprendre. C'est pas parce qu'on aime trop Eneo, hein. C'est pas une question d'amour. En réalité, on émet une facture unique. Donc c'est Eneo qui met les factures. Que vous soyez producteur, transporteur, autre, in fine, c'est Eneo qui a des relations contractuelles avec les consommateurs, que vous soyez un individu ou bien que vous soyez une industrie et autres. Donc c'est cette facture unique qui a toutes les autres charges du secteur. C'est pour ça qu'on dit que c'est le collecteur unique en réalité. Mais ailleurs, c'est fait aussi autrement, il faut le dire. Donc c'est pas, on pourrait dire que ce soit son acteur, mais pour le cas du Cameroun, c'est Eneo qui est le collecteur en réalité, et il émet une facture qui, si vous déclarez cette facture, vous allez trouver les autres charges du secteur. C'est pour ça que quand il recouvre l'argent, il faut qu'il restitue la part de chacun. Parce que vous avez les charges transport, il faut qu'il renvoie au transporteur, vous avez pour la fourniture et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle de Eneo en tant que collecteur. Maintenant, j'ai aussi suivi par rapport à peut-être au problème de gouvernance. Non, c'est clair, le ministre l'a dit, avec la reprise de 95% des parts, bien entendu, la question de gouvernance sera posée sur la table. Il faudra bien choisir les dirigeants, les futurs dirigeants de Eneo. Cela est tout à fait logique. Maintenant, on peut comprendre l'inquiétude qui est soulevée. Bon, bien entendu, il ne me revient pas à moi de choisir quelle sera cette équipe managériale. Maintenant, pour revenir sur la préoccupation de M. le maire avec les autres, la diversification des sources de production, oui. Si vous regardez le plan de redressement ou bien le compact énergétique, c'est depuis des années, on présente le mix énergétique au Cameroun. On dit bien, le Cameroun est un pays béni, on a beaucoup d'eau, c'est pour ça que l'hydro porte la plus grosse part. Donc, mais le solaire aussi a sa place aujourd'hui. Dans le compact énergétique, je pense que nous allons vous partager ce document pour voir la stratégie qui sera mise en œuvre. On parle de développer les mini-grids, et ça pour ces cas de figure, parce qu'on est conscient que si on fait des extensions, ça sera plus coûteux que d'aller vers les mini-grids alimentés par le soleil et pourquoi pas peut-être les petites centrales hydroélectriques et même des kits solaires pour certaines habitations. Donc ça c'est déjà pensé et les études sont même en cours. Il y a même toute une politique qui est développée. Les centrales atomiques? À cet effet, pardon? Les centrales atomiques sont Non, non. C'est une étude aussi, hein, parce qu'on a quand même cette question qui revient aussi sur la table, parce qu'il ne faut pas aller vers le nucléaire et même vers l'énergie, l'hydrogène vert. Donc il y a d'autres sujets parallèles dans ce sens. Mais ça, ce n'est pas traité dans le cadre du compact énergétique, je vais le préciser ainsi. Maintenant, s'il faut revenir sur la question de... Et peut-être pour votre gouvernement aussi, il y a aussi une étude qui est menée sur le tarif, la tarification. Parce qu'on regarde justement ces questions-là. Et nous pensons que quand ces résultats et ces études sont en cours en réalité, on se fera peut-être le plaisir de venir sur les plateaux pour échanger avec vous sur les conclusions de ces différentes études-là. Maintenant, pour revenir sur la question de Naktigal, oui, les médias n'ont fait suffisamment écho. Nous insistons et nous mettons quiconque au défi de nous demander l'accès au dispatch de Sonatrel. Le ministre va signer pour que vous voyez en direct comment l'énergie circule. Parce que quand on parle, on a l'impression que c'est illusoire, c'est peut-être un film, mais la réalité est tout autre. Au plateau de dispatch Sonatrel, vous pouvez voir toutes les centrales du pays qui sont connectées et comment l'énergie circule. Depuis que Naktigal a été mise en service,
c'est 2,4 TWh en termes d'énergie qui sont dans le réseau. Théoriquement, qu'est-ce qu'on attendait de Nattigal? Quand on construisait ce barrage, c'était 2,9. Et on vous dit, non, j'étais 2,4. C'est tout à fait normal. Parce qu'il faut tenir compte du facteur de charge. L'hydrologie n'est pas toujours constante. Donc ça tend parce qu'un barrage vous donne sa capacité totale en tout temps. Parce qu'on tient aussi compte de la disponibilité de l'eau dans les barrages et réservoirs. C'est pour ça qu'on a une période d'étiage et même des problèmes climatiques qui ne dépendent pas forcément de nous. Donc Nattigal injecte, ce n'est pas... C'est une réalité. Il ne faut pas qu'on se trompe. Maintenant, est-ce que Nattigal injecte? Est-ce que l'énergie de Nattigal arrive chez vous? Chez moi, oui. Toute énergie, je prends un cas simple, qui arrive au niveau du poste d'interconnexion de Yomaban, qui est le poste principal au niveau de Yaoundé, vous êtes systématiquement dans le réseau interconnecté sud. Parce que beaucoup pensent qu'il faut une ligne spécifique pour évacuer Nattigal. Non. Nattigal, il y a déjà Nattigal évacué à travers le poste de Nyom. Et Nyom est raccordé déjà au poste de Yomaban. C'est une ligne qui a été construite par la Sonatel et qui a été mise à service. C'est pour cela que Nattigal a pu injecter en réalité. Donc, en injectant Yomaban, forcément Nattigal est dans le risque. Ça, ce n'est pas un débat. Ça veut dire que vous prenez les 7 autres régions du pays, vous enlevez les 3 régions méridionales, les 3 régions septentrionales, vous êtes arrosé par Nattigal, que vous le voulez ou non. Alors, madame le directeur, ces informations, c'était juste du sabotage? Bien sûr, on peut dire que c'est le sabotage. Bon, on sait ce qui se dit dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous sortons quand même d'une campagne électorale. Je pense qu'il y a eu beaucoup de débats aujourd'hui. L'intelligence artificielle, quand on regarde les images, nous, on s'amuse souvent à décrypter certaines images. On dit, mais ce n'est pas, il faudrait qu'on soit un peu plus responsable que ça. Ce n'est pas pour une infrastructure comme celle-là, c'était pas pour une infrastructure comme celle-là, c'était pas l'occasion de ternir cette image pour quelque chose qui marche. Nattigal fonctionne, c'est 420 MW. Toute l'énergie de Nattigal est maintenant utilisée au Cameroun. L'énergie de Nattigal est évacuée au Cameroun. On a d'autres problèmes sur l'évacuation, ça c'est l'optimisation de l'évacuation. Parce que nous partons chercher un type de client au niveau du littoral. Et c'est pour ça qu'on dit on a un goulot d'étranglement en transport qui est en train d'être résolu avec la construction du couloir 400, qui sera capable de transiter 3 fois Nattigal. Il faut aller sur le terrain. Et puis on voit, prenez juste l'autoroute de la Yaoundé. Si vous voulez voir cette ligne, ce n'est pas en passant par Bankombo, vous ne verrez pas. Madame, avec tous les barrages que nous avons eu à construire au Cameroun, trop de milliards investis, pourquoi nous avons toujours des problèmes de délestage? Ça, c'est une bonne question. Il faudra construire combien de barrages au finish? 100, 200? Donnez le chiffre pour que nous fassions un effort d'en construire. Non, disons, on va présenter le problème autrement. On va donner les chiffres. Aujourd'hui, la capacité installée est de 2011 MW. C'est installé, mais il faudrait qu'on nuance. La capacité installée, elle est installée. Le disponible, c'est autre chose. Parce que ça tient compte d'autres paramètres, comme je le disais. Donc, vous avez Meuvelleux, je prends un cas de Meuvelleux, qui n'a pas un barrage réservoir, qui peut vous donner, quand l'hydrologie est bonne, 200 MW sans problème. Mais dès que vous avez l'étiage sur le thème, vous aurez 35-60 MW. Donc nous tenons compte non seulement des capacités installées, mais aussi le disponible. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on a un déficit dans le réseau interconnecté sud? Parce qu'il faut bien le dire, on a 2 réseaux distincts. Depuis novembre 2022, on a 2 réseaux au lieu de 3. Parce qu'avant, on avait 3. L'Est n'était pas dans le réseau. Ni le réseau sud, ni le réseau nord. Il y a eu une interconnexion à Bambahala qui a permis de reprendre l'Est dans le réseau interconnecté sud. C'est pour ça qu'on parle de cette région méridionale. Donc aujourd'hui, on n'a pas un problème de déficit, il faut que ce soit clair, dans le réseau interconnecté sud. Et même dans le nord. Ce n'est pas là le problème. Le problème se pose quand on fait face à certaines crises spécifiques. Personne ne contrôle le climat. Nous, quand nous regardons aujourd'hui, à quel niveau sont nos remplissages, nos bassins, on n'a pas encore atteint 80%. Nous savons déjà que le faible taux de remplissage du bassin aura un impact sur l'année 2026. Nous, on le sait déjà. Vous nous annoncez des délestages il faut le dire. On dit la transparence, on le dit. Et le ministre pointe ça depuis. Observez très bien les sorties du ministre. On essaie de dire la vérité au Cameroun. On ne va pas vous dire ce qui va toujours plaire. On dit bien, on parle là de technique, d'accord? Et on dit... Moi, je vais vous poser une autre préoccupation. Oui. Vraiment. Il faudra combien d'années pour résoudre le problème d'électricité au Cameroun? Il faudra combien de moyens? Ah, c'est un problème de moyens. Un problème de moyens. Le Cameroun n'a pas de moyens pour résoudre le problème d'électricité. Il faut construire les barrages. Je peux vous donner... Il faut encore en construire.
Non, je vais vous donner à peu près les À chaque chiffres. fois qu'on a eu à construire un barrage, on nous a dit, dès que nous construisons ce barrage, le problème sera résolu. Pourquoi? Parce que la demande est sans cesse croissante. La demande n'est pas statique. La demande est croissante et nous suivons la demande. C'est-à-dire, s'il y avait les moyens pour construire autant d'infrastructures en suivant la demande, ce ne serait pas un débat. Pourquoi dans certains pays, on n'a pas des problèmes d'électricité? Ces pays, pourtant, qui ne sont pas gâtés par la nature. Lesquels? Lesquels? Oui. La France n'a pas de problème d'électricité. Vous comparez le Cameroun à la L'Allemagne. France? Vous comparez le Cameroun à l'Allemagne? La Côte d'Ivoire. Ils ont les Non, centrales. non, disons, je pense quand même que quand on subit les coupures d'électricité, même Madame Le Del en subit. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas comme si c'est certains qui subissent les coupures. Mais les raisons sont claires. L'étude que nous avons menée récemment et que nous avons vendue, le compact énergétique a été validé le 28 août 2025 par le chef du gouvernement et même qui a été validé par les instances comme la Banque mondiale, la Banque de New York en septembre, toujours la même année. On a, au-delà des diagnostics, annoncé des chiffres clairs de combien avons-nous besoin en production, en transport, en distribution, les mini-réseaux, les rétroactions hors réseau, efficacité énergétique, les réformes du secteur, c'est chiffré. Nous avons ces chiffres-là. Et je pense qu'on va partager. C'est un document qui peut être vulgarisé. Vous allez trouver ça dans toutes les plateformes aujourd'hui. Les chiffres sont connus en réalité. Pour dire, on a essayé de faire une étude de la demande et il y a une nouvelle étude même qui est en cours. Les demandes évoluent. Les quartiers grandissent. La population grandit. Donc nous devons suivre cette Vous demande. ne connaissez pas ce qu'on appelle la planification? Bien sûr. Maintenant, il faut des Vous êtes moyens. surprise par Non, il faut la mise en la œuvre. population évolue. Non, ce qu'on vous dit, c'est que la demande n'est pas statique, on est d'accord. Maintenant, on dit pour répondre efficacement à la demande, pour nous qui sommes dans le secteur, on pense qu'il faut investir en amont. On ne doit pas attendre la demande pour la satisfaire. On doit Et anticiper. que faut-il faire pour donc investir en amont? Mais il faut les moyens. Donc il n'y a pas de l'argent. Pas suffisamment pour développer autant d'infrastructures et en plus, n'oublions pas que ce n'est pas des infrastructures qu'on construit forcément en un an. Très bien. Mais Monsieur le maire. ce que je voulais poser comme je me substitue au journaliste comme question, parce que il faut beaucoup de moyens. Est-ce que le modèle qui est en train d'être mis en place est à l'aval des bailleurs de fonds? Parce que c'est selon les modèles qu'ils sortent de l'argent. Quand ils vont sortir des milliers de milliards pour produire de l'électricité, il faut qu'ils soient sûrs qu'ils seront remboursés. Tout à fait. Et par moment, ils sont en accord avec ceux qui viennent avec la technologie. Ils viennent, ils vous disent, nous construisons, voici la facture, comment vous allez rembourser, et à la limite même, ils vous imposent un modèle de gestion. Alors, lorsque nous prenons la décision, comme aujourd'hui, de reprendre la majorité des actions de... Est-ce que nous sommes sûrs que les bailleurs de fonds, puisque nous aurons besoin de beaucoup d'argent, ils vont suivre et seront rassurés? Parce que c'est le problème qui se pose au niveau de l'eau. Aujourd'hui, le modèle actuel impose, je parle, vous n'êtes pas directrice de l'eau, mais je vois sur le terrain, impose que l'État prenne du trésor public beaucoup d'argent pour injecter. Comme on aurait pu aussi avoir un autre modèle où l'État qui a tellement des problèmes d'argent emprunte, et à condition que les bailleurs soient rassurés que lorsque nous prêtons, nous serons remboursés. Est-ce que le modèle actuel rassure les bailleurs vers qui nous irons pour avoir ces moyens? C'est ça, c'est l'autre question aussi. Parce que si les bailleurs ne sont pas rassurés par le nouveau modèle, ils vont nous observer, ils ne vont pas prêter, et donc les problèmes vont à nouveau s'approfondir. Je voudrais, si vous permettez... Allez-y, madame le directeur. Si vous permettez, je vais juste illustrer avec ce que nous avons fait depuis le mois de janvier. Nous avons eu le privilège d'accompagner monsieur le ministre dans toutes ces grandes réunions stratégiques. Je peux vous rassurer que dans le cadre du compact énergétique, peut-être vous dire ce que ça vise. Ça vise l'électrification de l'ensemble des localités du Cameroun. Je ne parle pas de 10, de 20, de 30. On a évalué 8 millions de Camerounais qui ont besoin d'être électrifiés. Et on a identifié les activités ou les projets à mener par segment pour pouvoir l'atteindre. C'est-à-dire tous les segments, production, transport, distribution. Et même les aspects de commercialisation. Nous avons fait valider ce document auprès des instances de ces bailleurs-là.
pour vous rassurer. Parce que ces bailleurs avaient déjà fait une étude qui démontrait que 600 millions, on va le dire comme ça, de population en Afrique subsaharienne étaient privées d'électricité, avaient donc mis sur pied ce programme qu'on appelle Mission 300. Vous tapez les réseaux sociaux, vous allez voir que ça apparaît. Mission 300, c'est de dire on ne peut pas électrifier les 600 maintenant, mais on va électrifier 300. Dans les 300, il y a une première vague de pays qui ont pu valider le compact, et le Cameroun fait partie de la deuxième cohorte. Quelle est la condition pour bénéficier des 48 milliards qui sont 48 millions de milliards qui sont posés sur la table par les bailleurs et même les fondations comme Google et autres? C'est de dire, vous présentez votre compact, qui est ce document, qui respecte une structure. Dans ce compact, vous commencez par prendre un certain nombre d'engagements. Le pays s'engage à mener des réformes profondes pour lever tous les goulots de traitement qui sont sur la chaîne de valeur. Voilà. C'est la première condition qu'on vous demande. Ça Et si vous ouvrez la première partie du compact, vous allez voir qu'on parle des réformes. Ensuite, vous indiquez les indicateurs. Vous voulez aller où? Quel taux d'accès? Non, on dit on veut 100% en 2030. Et on reste conforme à notre stratégie nationale qui avait fixé le même cap au ministère de l'Énergie. On dit on va atteindre X%. Donc on annonce tout cela et on dit qu'est-ce qu'il faut donc pour que cela soit possible? Qu'est-ce qu'il faut lever? Vous avez 5 piliers où vous annoncez tous ces éléments et vous chiffrez. Et là on vous dit même de rappeler ce que vous avez déjà investi dans votre pays et ce que le pays pourrait apporter dans le compact. Et on vous demande qu'il faut absolument mobiliser le secteur privé. C'est pour ça que nous avons tenu beaucoup d'échanges avec ce secteur-là. Parce qu'on sait que la candidature étant lourde, le gouvernement va mettre l'argent sur la table, les investisseurs privés, les bailleurs avec les prêts concessionnaires. C'est ça le compact énergétique aujourd'hui. Merci, Monsieur Lundu. Avant de repasser la parole à Marie Lundu, nous sommes saturés par les contributions et les questions de nombreux téléspectateurs à travers le monde. Nous parlons quand même de l'électricité. C'est un secteur névralgique. Voilà un téléspectateur qui nous envoie un message à partir du +33, c'est la France. Bonjour, parfait ici. On se doit de souligner que le déficit de transparence qui entoure cette renationalisation met en avant une dette réelle estimée à environ 50% du PIB, laquelle est un indicateur préoccupant. Par ailleurs, les montants avancés aujourd'hui sont sujets à caution, soit 120 à 266 milliards de francs CFA, dénotent une certaine opacité dans la gestion des données financières et nécessitent plus de clarification. De surcroît, les difficultés de recouvrement et les arriérés de paiement des entités publiques ont connu des augmentations exponentielles. Dans cette lancée, la viabilité financière des néo exigera des mesures correctives immédiates pour que cette renationalisation ne soit pas un cheval de Troie. C'est Dr Fabio Tama à partir de Paris qui envoie cette contribution. Bonjour le panel, très bon sujet car l'énergie compacte tout. On avait lu cette question, mais il continue en disant « Monsieur ici, madame a-t-elle botté en touche ma question sur les compteurs prépayés ?» Certainement que madame répondra tout à l'heure. Elle est également saturée par les questions. Bonjour, parfait. Ici, pour cette renationalisation, je pense que l'État doit faire un casting objectif pour l'équipe qui va gérer la future société. Parfait. Ici, étant donné que le Cameroun a l'uranium, pourquoi ne pas investir dans le nucléaire civil? Je pense qu'il faut envisager cette solution. C'est Bello depuis Douala qui envoie cette contribution. Bonjour, monsieur parfait, ici le turbo de l'info, 78 milliards pour racheter Neo, c'est trop. Qu'en est-il de la maintenance de son loulou et l'agio, 280 milliards que Neo n'a jamais réalisé et Neo laisse à l'État lors de ce rachat 120 milliards par an pour l'accord Off-Tech, 10 milliards au consortium EDF par mois et Neo insolvable vis-à-vis de l'État, soit 550 milliards. Conséquence, le Cameroun fait pire avec le PPP sur le projet Nachtigal, avec 120 milliards en dette supplémentaire dans le projet Nachtigal qui a coûté 800 milliards. Vous apportez une réponse, madame? On revient là sur le projet Nachtigal. Non. Disons, je pense, le ministre s'est amusé à faire un exercice, quand même, pour dire, si on n'avait pas Nachtigal, peut-être faut aussi poser la question dans l'autre sens. Si on n'avait pas Nachtigal, comment est-ce qu'on aurait fait pour combler ce déficit? Peut-être qu'il faut faire le même exercice. 420 mégawatts, Nachtigal c'est 42-43 francs le kilowattheure. On aurait eu la contrainte de mettre du thermique.
Et pour mettre les capacités thermiques de cette envergure, le prix du kilowattheure, c'est 200. Je pense qu'on peut tous faire le calcul pour voir combien l'État aurait dépensé. Je vous prends juste un exemple. Dans nos zones interconnectées sud, on a plusieurs centrales thermiques. Quand nous atteignons des heures de pointe, c'est-à-dire entre 18 et 22 heures où la demande pour l'instant est plus forte, et que nous sommes en période par exemple de tirage, on est obligé d'actionner le thermique. Le combustible, hein, c'est quand même, peut-être pour avoir une idée du prix par mois mensuel, on parle quand même de 5,5 milliards. Pour vous donner une idée, rien que pour le réseau interconnecté, il fallait utiliser le thermique. Donc, je pense que le calcul est vite fait. Le ministre a fait cet exercice. 100 Nachtigal, calculez 420 mégas, vous convertissez ça en énergie, parce que les calculs se font en énergie, et puis vous appliquez 200 francs. Vous allez vous rendre compte qu'on n'est même pas dans les 800, c'est-à-dire la facture aurait explosé drastiquement. Donc, on pense que avec la dimension du secteur, c'était important d'avoir ces investissements. Pour qu'on ait ce mot de PPP là, il fallait les avoir pour qu'on puisse avoir une offre assez conséquente aujourd'hui. Il faut le dire. On peut décrire d'autres situations que nous vivons, peut-être quand certains partenaires choisissent de se retirer. Mais en réalité, on avait vraiment besoin de ce souffle-là. C'est quand même beaucoup d'argent à poser sur la table. Merci madame. José Marie Lundu, nous nous acheminons vers la fin de cette première partie de l'émission. Je vous passe donc la parole pour dire qu'on jugera le maçon au pied du mur. On va rester dans notre logique de scepticisme. Non, d'innovation dans la démarche, dans le modèle économique à proposer. C'est-à-dire qu'en fait... Peut-être que vous allez quand même encourager le ministre de l'eau et de l'énergie. C'est parfait. Les outils actuels, il les maîtrise parfaitement. Mais moi, je pense qu'on doit sortir de ça. C'est-à-dire que nous vivons actuellement une situation qui est comme une situation initiale. On repart un peu à zéro, avec peut-être de nouveau un environnement beaucoup plus élaboré, il y a de nouveaux acteurs, etc. Mais on part du principe que nous repartons à zéro. Nous avons parlé de souveraineté énergétique. Tout à fait. Mais je voudrais qu'on parle de souveraineté économique tout court. Parce qu'une souveraineté énergétique n'a de sens que si l'économie elle-même est souveraine. Et notre économie, nous avons évoqué la question de la monnaie, mais je ne suis pas allé plus loin. Nous venons d'avoir, dans un ouvrage que nous avons écrit, quel a été l'impact d'un secteur, d'une filière comme le cacao, sur le financement de l'économie du Cameroun. Si vous prenez le taux, si vous prenez la quantité de cacao produite au Cameroun par an, c'est 300 000 tonnes. Si vous prélevez 500 francs par kilogramme, ça vous fait 150 milliards de francs CFA, à peu près 229 millions d'euros. C'est-à-dire, l'État peut aussi s'endetter à l'intérieur, plutôt que d'aller dans un modèle où les gens vous donnent l'argent quand ils veulent. Parce qu'en fait, ce que madame a comme problème, c'est le timing. Il faut avoir vite l'argent. Parce que sinon, le lendemain, il y a de nouveaux Camerounais qui veulent avoir le courant, qui veulent... Donc, tout à fait. Nous sommes donc attelés à un modèle qui nous fait un peu la fête de la carotte tu montes comme ça, la chèvre elle avance et puis tu recules. Donc, je crois que la réflexion aujourd'hui c'est, est-ce qu'on continue, et Ateman a posé la question sous une forme, et quel est le modèle qu'il nous faut? Il nous faut un modèle souverain, un modèle autonome, un modèle qui gère sa monnaie et un modèle qui utilise ce que j'appelle l'internalisation. C'est-à-dire, nous avons tellement de ressources à l'intérieur de notre pays que si il y a des pays nordiques qui ont du pétrole, vous n'en entendez jamais parler, ils placent leur pétrole sur la place financière mondiale et ils ne vivent que des intérêts que cela produit. Très bien. Donc je pense que en encourageant, bien sûr, d'ailleurs, moi j'ai dit, la seule chose que je recommande en tant qu'acteur de la société civile, expert économique et de gouvernance, c'est qu'il faut faire très attention au casting. Vous insistez. Il faut faire attention. Ça veut dire quoi? Il faut lancer un casting national et même international aux Camerounais. Que des Camerounais qui ont l'expertise postulent
que ce ne soit pas une affaire de... Même lorsque les Camerounais qui ont l'expertise vont postuler, est-ce que vous avez cette garantie que ce seront les meilleurs qui seront retenus? Mais bien sûr, parce que... Ou alors le Cameroun va changer. Quand ils vont postuler, on va reprendre les bonnes habitudes. Voici comment on fait. On postule et on confie l'étude des dossiers à un cabinet indépendant. Ça change quoi pour le cas du Cameroun? Ça change que on va avoir quelqu'un dont on est au moins sûr de la compétence. Parce que le problème est là. Le problème, c'est beaucoup de gens, on nomme des gens par cooptation, et ils sont là parce qu'il y a des gens qui veulent qu'ils soient là. Mais si quelqu'un est sérieux dans le travail, il maîtrise les outils, il nous présente un plan sur 5-10 ans en donnant des garanties, puisque actuellement nous ne pouvons pas douter de ça, monsieur Parfait, puisque le ministre des Mines nous a donné des garanties qui vont être très dures pour la suite, et que l'État est décidé à aller vers des réformes très profondes, que l'État est décidé effectivement à redresser le secteur. Et en ce moment-là... Vous voulez parler du ministre de l'eau et de l'énergie. De l'eau et de l'énergie. Et la personne, les équipes qui viennent, doivent donner un horizon de redressement. Je vous rappelle que 800 milliards divisé par 8 millions, c'est 100 000. C'est-à-dire qu'en réalité, les Camerounais peuvent se réunir d'ailleurs et payer ça, si ils sont sûrs que... Oui, c'est 100 000 francs. Et c'est vrai en plus. Oui, c'est 100 000, c'est rien du tout. Donc, en fait, on parle de ça comme si c'était la magie. Mais si l'État donne des garanties de crédibilité, si l'État donne des garanties que nous allons, c'est pour cela que dans certains pays, si vous ne payez pas l'impôt, votre voisin vous dénonce. Parce qu'il sait que vous êtes une entrave à la bonne marche du pays. Nous devons donc savoir que cela ne concerne pas seulement l'État. Cela nous concerne tous. C'est fini. Nous concerne tous. Sur ce plan-là, ce qu'il faudrait que les Camerounais payent leur... Même si c'est 10 francs. Moi, je vous ai dit qu'il faut 100 000 par personne pour 8 millions de personnes pour solder cette dette. Alors, les Camerounais, ils sont tous, quand vous arrivez à Yaoundé, toutes les maisons ont de l'électricité. Mais si vous voyez 100 maisons, vous n'êtes pas sûr de trouver 20 compteurs dans 100 maisons. Il y a donc un travail de fond à Merci. faire. Madame le directeur en sortira avec cette préoccupation. Et naturellement, je vous adresse cette préoccupation pour tous ces nombreux Camerounais qui nous regardent ce matin. On sait très bien, on se répète que le secteur de l'électricité touche tous les Camerounais à cœur. Avec cette renationalisation des néos, quel est le message que vous pouvez porter à l'endroit de ces nombreux Camerounais qui vous écoutent? On va le dire, il faut être fier de cette décision parce qu'il fallait la prendre et on pense que les orientations, la mise en œuvre des orientations des chefs d'État qui ont poussé justement à la signature de cette convention, il faut saluer cela parce que là l'État reprend quand même la main, le contrôle de cette structure et quand vous reprenez le contrôle d'une structure, vous avez la possibilité d'agir plus librement, d'apporter des solutions qui sont plus durables. Donc c'est un espoir qu'il faut donner aux Camerounais. On sait que ce n'est pas facile, les coupures sont toujours là, mais l'État a un plan de redressement qui a été bien élaboré et qui est bien structuré pour être à même de sortir ce secteur névralgique quand même de cette situation actuelle. On sait que vous êtes trop prise, hein? Je n'irai pas dans les détails. On sait ce que vous avez eu à faire pour être là avec nous ce dimanche. Nous allons vous libérer, hein, madame le directeur. Nous allons revenir avec un deuxième sujet. On ne dira pas que qui ne vous concerne pas, mais vous êtes extrêmement occupé. On va donc vous libérer tout en vous disant merci pour toutes ces explications que vous avez données ce dimanche en direct sur Info TV dans le cadre du programme Libre Expression. Nous marquons une touche pause et on reviendra pour parler de ces éternelles querelles concernant le football au Cameroun. À tout de suite pour la suite. C'est moi qui vous le dis.